Et donc le thème de ce soir, donc c'est une problématique, comment sortir l'Europe et l'Afrique du libre-échange et du néocolonialisme. Donc ça part, l'idée de la soirée, tout comme l'idée du collectif qui organise, le collectif Citoyens Souverains, ça part d'un constat, c'est que sur les questions de souveraineté, souvent, dans le paysage politique et médiatique, on entend soit des gens qui vont défendre la souveraineté nationale en France, pour la France, notamment vis-à-vis de l'UE, mais ils ne vont pas suffisamment insister sur la souveraineté des pays sur lesquels la France applique une politique impérialiste. Donc là, notamment, nous avons pris l'exemple de l'Afrique pour limiter le sujet, mais en fait, il y a encore d'autres exemples. Là, c'est sur le cas de l'Afrique. Et réciproquement, les courants qui insistent sur le déni de souveraineté des pays africains et sur l'impérialisme que subissent les pays africains, notamment les courants qui dénoncent à juste titre la France-Afrique, ont tendance, au contraire, à minimiser les problèmes de souveraineté qui sont en France, et les mêmes donc qui vont défendre, par exemple, la souveraineté nationale des pays africains, qui vont défendre à juste titre le patriotisme d'un Thomas Sankara ou des projets de libération nationale pour les pays dominés, vont totalement refuser de le faire en France. Alors ça ne veut pas dire que les situations sont comparables, on ne va pas comparer un pays qui a été colonisateur et un pays colonisé, mais il faut voir qu'il y a une filiation, et c'est justement la problématique de ce soir, et de voir en fait que les relations néocoloniales et les relations de libre-échange s'attaquent à tous les peuples. Et en fait, quand on parle de l'Union européenne ou même de l'Europe, puisque nous parlons d'un projet européen global qui vise à effacer la souveraineté de chaque peuple européen, ce n'est pas une entité étrangère. C'est aujourd'hui la forme actuelle de la bourgeoisie et des dirigeants et de la classe dominante française, allemande et des classes dominantes européennes. Et donc quand on parle de l'Europe, on parle bien de ces corps qui sont dans chaque pays et qui dans chaque pays veulent mépriser la souveraineté des peuples et veulent diviser les peuples entre eux en faisant à la fois des attaques contre les services publics, des attaques contre les populations et en perpétuant les rapports néocoloniaux. Donc nous avons 3 intervenants qui ont accepté ce soir de venir répondre à cette problématique. Donc comment défendre simultanément la souveraineté en France et en Afrique, comment sortir simultanément des relations de libre-échange et de néocolonialisme. Donc Julia Kilian, qui va nous parler des problématiques migratoires, et notamment de l'agence Frontex. Et il va nous prouver qu'on peut être pour la sortie des traités européens sans vouloir forcément plus de frontières, mais au contraire dénoncer les politiques migratoires européennes. Yazid Arifi, du collectif Citoyens Souverains, qui va nous parler des relations de libre-échange et des accords de libre-échange qui sont utilisés pour écraser les pays pauvres, et également les pays pauvres, y compris en Europe d'ailleurs, partout. Et Théophile Kouamouo, du Média, donc qui va nous faire l'honneur de nous parler de la situation spécifique en Afrique, de la situation du franc CFA, puisqu'on est beaucoup à se plaindre de ne plus avoir notre souveraineté monétaire avec l'euro, mais très peu de monde sait que même si le franc n'existe plus, il existe toujours un franc CFA produit en France pour dominer les pays africains. Alors juste avant de commencer le débat, notre intervenante Julia a une proposition à vous faire. Oui, merci. Donc du coup, l'idée avec cette proposition, c'est de se faire un petit débat un petit peu différemment. Comme on parlait de logique de domination, l'idée ce serait aussi de se l'appliquer aussi à soi-même et d'essayer un petit peu de détruire quelques principes de débat habituels où il y en a qui se répandent, puis il y en a qui n'osent pas peut-être prendre la parole. Donc moi j'ai été invitée, puis en plus on m'a donné carte blanche pour vous proposer un format de débat, donc je trouve ça super. Et du coup ce que je vous propose, c'est de commencer en fait par un petit dialogue entre nous en parole boxée. Alors ce format-là, c'est une méthode d'éducation populaire. Hein. Ce que je vais vous proposer, en fait, c'est de réagir tout de suite. Donc vous, dans la salle, chacun aura 2 minutes, pourra se lever et dire pourquoi il est venu, peut-être. Qu'est-ce qu'il entend par le débat, qu'est-ce qu'il aimerait voir mis en avant au sein de ce débat, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que cette personne est venue parce qu'elle n'a rien compris au lien entre les 3 problématiques et se dit mais qu'est-ce que c'est fou, je vais aller voir. Voilà, vous pouvez
intervenir en posant une question, donner une impression, donner aussi votre expérience, hein, parce qu'on est tous quand même connaisseurs de quelque chose, on a tous vécu aussi des choses, donc n'hésitez pas aussi à intervenir en ce sens-là. Et du coup, on va essayer de rythmer sur 2 minutes. Alors nous, notre objectif à nous trois, qu'on s'est fixé, c'est qu'on ne dit rien pendant les 2 minutes et le passage de chacune et chacun des volontaires, hein, c'est bien sûr pas obligatoire. Et du coup, on va noter ce qui peut être dit et du coup, nous, on va construire un peu notre intervention à la fois en répondant à la problématique qui nous est posée et aussi en essayant de synthétiser ce qui a été dit, de répondre éventuellement à des questions qui ont été posées. Voilà, donc la parole est à vous. Pourquoi vous êtes venus, quelles sont voilà, les questions que vous vous posez, les difficultés qu'on peut rencontrer avec ce type de problématique. N'hésitez pas, peut-être le premier ou la première, ça va être plus compliqué. Allez-y, vous avez 2 minutes. Je rester debout. Bon. Non, je peux m'asseoir. Hein. Bon, est-ce que ça marche? Bon. Bonjour. Bon, moi, je suis venue parce que je dois dire que j'ai été très secouée par l'émission du média Dans la gueule du loup, où j'ai entendu des choses qui m'ont vraiment secouée. En particulier, bon, d'une part, Nikonov disant de Jean-Luc Mélenchon que c'était le futur Tsipras, Glups. Deuxièmement, le point de vue aussi de Jacques Cotta, l'animateur, disant, enfin, en accord peut-être un peu avec Nikonov aussi, qu'il n'y a rien à tirer de cette Union européenne. Donc il faut en sortir. Et moi, jusqu'à présent, j'étais un peu... bon, je veux bien plan A, plan B, j'y croyais au plan B, je comprends pas très bien. Et finalement, au bout du débat que j'ai trouvé formidable là, dans le média, je me suis dit, au fond, c'est une question de croyance. Il y a ceux qui croient qu'on peut encore essayer d'influencer dans l'Union européenne telle qu'elle est, et puis il y a ceux qui n'y croient pas. Alors, est-ce qu'on peut fonder une politique, une prospective sur une croyance? Est-ce qu'on a des arguments? Est-ce qu'on a des références au passé? Je ne sais pas. Voilà, donc j'y crois pas, ça ne suffit pas pour se déterminer politiquement, me semble-t-il. Voilà. À qui? Là, je le pose là. Ici, bien. Bon, bonsoir. Moi, ce qui m'intéresse avec effectivement ce point de vue croisé, UE, France, Afrique, Frontex, c'est effectivement ce que j'en espère, c'est qu'on ne soit pas toujours dans les pauvres petites victimes à plaindre, mais qu'émergent des objectifs positifs et réalisables, voire même des réussites à mettre en avant, et que toutes ces volontés, que toutes ces souverainetés à construire soient portées par des réussites, des déjà réussites, et les faire émerger le plus possible, et en faire la publicité, en faire les preuves comme quoi il y a des choses qui sont possibles. Oui. Moi, je suis là parce que je pense que la question de la lutte contre le néocolonialisme et l'impérialisme français, au cas particulier, ça a été un de mes premiers actes militants, parce que j'ai commencé en fait à militer au sein de la FEANF. Alors il y en a pour qui ça va parler, d'autres pour qui ça ne va pas parler. La Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, dans les années 70-80, et où ces questions-là de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la véritable indépendance des pays d'Afrique francophone étaient au centre des débats.
J'ai milité, j'étais la seule femme, d'ailleurs c'était un symptôme, blanche en plus, mariée à un Congolais. Donc j'ai milité aussi avec l'association des étudiants congolais, et c'est comme ça que j'ai été en fait formée à ces questions assez centrales du néocolonialisme et du rôle joué par la France. Et plus tard, en tant que syndicaliste, beaucoup plus tard, en tant que syndicaliste à France Télécom, j'ai été une des rares au moment où il y a eu les plans d'ajustement structurel, où il y a eu des exhortations de la Banque mondiale et du FMI à privatiser les secteurs des télécoms. J'étais une des rares, une des seules d'ailleurs à l'origine, au sein de Sud PTT où j'étais, à dénoncer un phénomène de recolonisation, en quelque sorte, par le rachat par France Télécom, qui était un opérateur national, hein, c'était à peine sorti d'un ministère public, le rachat donc par France Télécom de toute une série d'opérateurs africains de l'Afrique francophone, la Sonatel au Sénégal, CI Telcom, je crois, était totalement propriétaire en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., etc. Ce que j'appelais, moi, un processus de recolonisation, même si ce n'était pas l'État français en tant que tel qui se réappropriait des opérateurs publics, c'était un opérateur public français qui n'était pas encore privatisé en plus. Et donc j'ai contribué à ce que mes camarades de SUPTT, où je ne suis plus maintenant, évolution professionnelle, ont commencé à considérer cette question-là comme étant une question importante. Donc moi, le rapport avec l'UE, je coupe tout de suite, Ramzy. Le rapport avec l'UE, je ne sais pas, justement. Je ne sais pas. Autant je suis persuadée que la France est impérialiste et néocolonialiste, l'UE, je ne sais pas. Dernier point, j'ai l'impression que ces concepts-là ne résonnent plus dans la conscience collective. C'est comme capitalisme, ça a l'air d'être des gros mots, lutte de classe, c'est des gros mots. Néocolonialisme, impérialisme, ça a peu de sens pour peu de personnes, je pense. C'est démodé. Désolée d'avoir été longue. Est-ce que je peux peut-être donner juste une information sur la question africaine? Tout le monde va parler 2 minutes. Moi, je ne ramène pas. Ok, parfait. Ok, merci beaucoup, madame. Voilà, vous m'entendez là? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a de l'enceinte. Il y a de l'enceinte, ok. Ok, donc voilà, là, je viens de mettre enceinte quelque chose que je ne souhaite pas avorter. En gros, je suis allé à l'épicerie tout à l'heure, j'ai acheté de la bière. Et j'ai croisé plusieurs fois des migrants ou on va dire des titres de séjour ou des clandestins collecter de l'eau cristalline. J'ai également repéré par quelqu'un qui a posé ça sur le siège du métro, un journal Solidarité Internationale. Et donc j'aimerais que les personnes à travers la tribune des travailleurs qui connaissent les ouvriers sachent détecter à travers toutes les personnes qui vivent en France ou même pour les Maghrébins, même si la pluie peut être filtrée à travers des réceptacles. Alors ne pas oublier que les grands réceptacles de plastique par les artisans avec des vernis céramiques peuvent s'exorciser du problème du plastique qui a été posé par William Burroughs. Je ne parle pas des bouteilles, je parle, on va dire, des Tupperware par exemple, ou de chaque réceptacle étanche qui pourrait récupérer de l'eau. Pour la privatisation de l'eau, je n'y crois pas, parce que je suis parti à Foix et j'ai vu des sources montagnardes de pré-pyrénéennes. À Foix, c'est à, on va dire, 40 bandes de Toulouse. Et donc, j'ai un ami apiculteur là-bas, où donc ce monsieur qui collectait l'eau cristalline dans cette bouteille de plastique justement où l'eau n'a pas du tout le même goût que l'eau de source. Je vais bientôt finir. Hein. En gros, tout ce que je veux dire, c'est que la tribune des travailleurs, j'aimerais qu'elle prévienne les travailleurs qui collectent de l'eau comme qui ramènent par Western Union de l'argent, qui sachent avec les Français qui ont des lieux de source disponibles, même des nappes phréatiques bonnes, qui a un covoiturage et un stockage trimestriel pour ramener à Solidarité l'ONG et aux personnes qui sont prêtes à amener dans leur cargo avion l'eau. Et n'oubliez pas, par les Beaux-Arts, vous avez le vernis céramique, et j'arrête, le vernis céramique pour tous les Tupperware ou même les bassines, parce que je vous bassine et qu'il y a de l'étanche pour... voilà, merci messieurs, dames. Merci. Et ça défavorise en plus les multinationales.
Oui, bonjour. C'est vrai que, bon, tout le monde le sait, et particulièrement aujourd'hui avec les élections, etc., que l'Union européenne est une préoccupation aujourd'hui des peuples, et plusieurs peuples d'ailleurs l'ont sanctionné. Et nous en 2005 on a sanctionné, et donc c'est vrai que c'est une politique qui est dirigée contre les peuples, hein, contre le droit social, les directives, toutes ces directives contre lesquelles nous manifestons, et aussi les pays coloniaux, les pays qui ont été colonisés subissent de plein front ces politiques. Avec des monnaies complètement dépréciées, dévalorisées, et des potentats locaux qui en fait sont là et qui sont soutenus par les pays européens, par nos dirigeants. Et je pense que cette dimension des pays ex-colonisés nous interpelle, et je crois qu'on ne s'est pas beaucoup étendu. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aborder aujourd'hui cette dimension, parce que dans plusieurs pays aujourd'hui, il y a les mêmes directives, déficit budgétaire, privatisation, et donc c'était intéressant pour moi de participer. Et la souveraineté, des fois, un peu, ça me froisse un peu. Je sais pas, moi je suis internationaliste, et voilà, et la souveraineté, la France, tout ça, voilà. Donc c'est l'occasion pour en discuter. Pour l'internationalisme, je vous invite à vous méfier de l'expansion et à être citoyen du monde pour la question du problème de l'expansion. C'est un des premiers problèmes. Oui, moi j'aurais aimé avoir des informations sur les instruments de ce néocolonialisme, puisqu'il y a, je crois savoir qu'il y a un accord qui a été signé sur le modèle du CETA ou du TAFTA, qui a été signé entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors, quel groupe africain, justement, j'aimerais avoir plus de détails. Et donc la question, c'est dans quelles conditions est-ce que ces traités des traités de libre-échange sont élaborés et signés et ratifiés par les pays concernés, hein. Et bon, évidemment, avoir aussi plus d'informations sur le franc CFA, parce qu'on est toujours un peu... Moi, j'ai lu le livre, je peux répondre, ça m'intéresse. Voilà, donc c'est les deux... Ouais, c'est au cas où il voudrait la réponse. Oui. Il y a d'autres personnes qui vont intervenir pour ce côté de la salle. Ah, c'est vrai qu'on a deux côtés. Moi, je suis venu déjà parce que je suis un Français d'origine congolaise du Congo-Zaïre, qui est différent du Congo-Brazzaville, par-delà aussi, qui n'est pas lié au franc CFA, mais qui a d'autres problématiques, qui sont assez similaires au reste de l'Afrique francophone, et que du coup, c'est toutes ces questions monétaires, donc le franc CFA arrimé à l'euro, qui est déjà une monnaie trop forte pour les pays européens, et donc les effets sur les économies africaines, et quelque part l'immigration comme effet boomerang de l'impérialisme, et comme le disait un certain Lénine, impérialisme, stade suprême du capitalisme. Voilà, merci. Moi, je voulais savoir la relation entre le néocolonialisme impérialiste français et les dirigeants corrompus des pays d'Afrique. Mais j'en ai juste pour 30 secondes. Oui, voilà. Si peut-être j'attends quelque chose de ce débat, c'est juste qu'on évite, si on parle de l'impérialisme français et du néocolonialisme donc français, qu'on évite de se référer à un âge d'or où la France n'aurait pas été impérialiste, où la France était universaliste sans être impérialiste. Il y a eu, avant le second empire colonial, au 19e siècle, il y a eu le premier empire colonial. C'était pas de l'universalisme, c'était du colonialisme, de l'esclavagisme, du ségrégationnisme et de l'impérialisme. Voilà. Il y a les années du 1700 aussi, c'était la première mondialisation.
là où a commencé le colonialisme, avec l'invention de la pompe en Chine, pour calmer un peu la Chine. On en redonne peut-être. La Chine-Afrique, je parle de pouvoir, je ne parle pas de peuple. Bah, c'est bien parce que du coup, je pense qu'on est quand même pas mal rentré déjà dans le vif du sujet. Parce qu'on s'attendait exactement à avoir des questionnements par rapport au lien qui existe entre le néocolonialisme, l'Afrique, l'Union européenne, la France. Enfin, il y a un archipel comme ça d'expressions et de mots qui, rassemblés tous ensemble, ne font pas forcément sens immédiatement, en tout cas pas pour les esprits non initiés. Alors effectivement, l'Union européenne aujourd'hui, je pense qu'on en est arrivé au stade où une bonne partie des opinions publiques européennes commencent à prendre conscience de son impact destructeur sur le corps social, sur l'environnement, sur la démocratie. Et d'ailleurs, ça se voit à intervalles réguliers, hein, dès que l'Union européenne est plus ou moins soumise au suffrage, de façon plus ou moins voilée, c'est une tôle monumentale. Enfin, je veux dire, les élites européennes, les élites européistes sont ratatinées dans les urnes dans tous les pays d'Europe. On a eu l'Italie récemment, tous les pays d'Europe de l'Est. C'est quand même assez frappant de voir à quel point est-ce que désormais l'Union européenne commence à faire consensus contre elle. Et nous, en fait, notre parti, c'était de se dire que il y a un lien entre le jugement que portent les Européens sur l'Union européenne et le contexte historique dans lequel s'inscrit l'Union européenne. Et il y a une continuité entre ce qui se passe dans le cadre de l'Union européenne et ce qui s'est passé avant. Alors non seulement à l'échelle du continent lui-même, mais des relations que le continent va entretenir avec le reste du monde. Et qu'à notre sens, en tout cas à mon sens, les notions notamment de domination du centre vis-à-vis de la périphérie, d'impérialisme, de néocolonialisme, continuent à être tout à fait d'actualité. Et l'Union européenne a servi aussi d'outil de redéploiement de ces mécaniques de domination du centre, donc du nord, vis-à-vis des pays de la périphérie. Alors effectivement, moi pour le coup, j'avais pris un petit peu le parti de me concentrer sur les aspects commerciaux, parce qu'il me semble quand même qu'ils sont essentiels pour comprendre un petit peu la nature de la domination qui est exercée aujourd'hui sur les pays, notamment africains, parce qu'on a pris le parti de parler plutôt de l'Afrique. Parce que, donc, pour revenir un petit peu aux fondamentaux de cette histoire, finalement, le libre-échange, c'est quoi ? C'est rien d'autre que le bras armé du capitalisme. Le capitalisme en tant que phénomène socio-historique qui commence à prendre forme concrètement, disons à se populariser à l'échelle du continent européen à partir du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle naissante. C'est concrètement la séparation des populations, des moyens immédiats de leur reproduction biologique, matérielle. Donc concrètement, c'est toutes ces mécaniques d'enclosure, de confiscation des terres, et qui ont transformé donc tous ces agriculteurs qui vivaient de façon à peu près décente, sous l'égide d'un seigneur, en prolétaires, obligés du coup de louer leur force de travail pour pouvoir continuer à exister. Et ça a donné donc les immenses usines de Londres, de Manchester, qui sont décrites dans les écrits d'Engels, de Marx, etc., etc. Et donc fondamentalement, à ce titre, le capitalisme est déjà essentiellement un déni de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que concrètement, on va nier l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui postule l'égalité en droit et en dignité des individus, pour mettre du coup les prolétaires à la merci de tous ceux qui ont bénéficié de ce que Marx appelait l'accumulation primitive du capital, qui n'est rien d'autre que la confiscation de l'outil de travail par la classe capitaliste. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a des développements sans précédent de l'industrie nationale britannique, hollandaise, française, allemande, etc., etc. Et en parallèle de ça, on va avoir du coup, notamment avec le dogme, enfin la doctrine fordiste, on va avoir une amélioration sensible du pouvoir d'achat des ouvriers pour qu'ils puissent pouvoir s'approvisionner en matière en camelote capitaliste, hein, qu'ils ont eux-mêmes produite, jusqu'au stade où on arrive à la saturation des marchés. Et donc à ce titre, l'impérialisme va intervenir comme un moyen. Alors non seulement de civiliser ce qui est perçu comme étant le sauvage d'outre-mer, mais également d'offrir des perspectives de profit
à des capitalistes qui, sur leur territoire, sont souvent, régulièrement, Marx l'avait très bien analysé, hein, je pense qu'il est vraiment d'actualité aujourd'hui, régulièrement soumis à des crises liées à la surproduction. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'impérialisme et le lien ténu qu'il entretient avec le libre-échange. Pour bien comprendre que le libre-échange tel qu'il est promu aujourd'hui par l'Union européenne, il n'est que le produit justement d'une histoire qui a commencé il y a au moins 2 siècles, quoi. Voyez ? Et donc ce qui me paraissait extrêmement intéressant, c'est de voir justement comment est-ce que l'Union européenne aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, APE, signés notamment avec la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, va organiser l'Union européenne, sous l'égide aussi de la France, hein, qui joue un rôle central hein, dans les négociations avec les pays européens, avec les pays africains, va organiser la libéralisation de l'échange de 75 à 80% des biens qui sont produits, en mettant en concurrence les producteurs africains avec les producteurs d'autres pays de la périphérie, notamment asiatiques, mais pas avec des producteurs européens, c'est intéressant à constater, pendant que les Africains vont, de leur côté, voir arriver sur leur territoire des produits qu'eux ne produisent pas, c'est-à-dire des produits finis. On a quelques produits qui sont encore protégés, donc les viandes, les céréales, etc., des systèmes de contingentement. Mais globalement, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est tous les ingrédients qui vont organiser et perpétuer la dépendance des pays africains à l'égard de l'industrie européenne. Et donc continuer à faire de ces pays-là fondamentalement des comptoirs dans lesquels on va s'approvisionner en matières premières non transformées et auxquels on va continuer à vendre des produits, donc les automobiles, les ordinateurs, etc., etc. Donc moi je pense que c'est fondamental de sortir d'ici en voyant bien dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne est fondamentalement l'outil qui va permettre à la classe dirigeante du continent de perpétuer la domination sur un continent qui, il ne faut pas se mentir, continue de vivre sous la tutelle des puissances d'argent, des puissances militaires occidentales. Voilà, donc c'était juste pour lancer un petit peu l'échange. Désolé d'avoir été un peu long. Et donc du coup, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis au niveau justement, il y avait une question sur le fait que ça paraissait évident, en tout cas pour l'une d'entre vous, que la France avait une logique d'impérialisme et en quoi l'Union européenne avait elle-même aussi développer cette logique-là dans ses rapports avec l'extérieur. Bah, justement, là, en termes de libre-échange, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un développement de ces logiques et une continuation. Parce que là, quand on parle de ces accords de libre-échange, ils datent, c'est pas des néo-accords, la style TAFTA, CETA, c'est des accords assez anciens qui ont été impulsés par la France pour conserver en fait sa mainmise sur la politique économique des pays de ces anciennes colonies en fait. Donc là c'est vraiment de la continuation de cette même logique. Je trouvais ça assez intéressant. Je rebondis aussi sur ce que tu disais. Alors moi on m'a demandé d'intervenir sur les politiques de migration, ce qui peut sembler un peu étrange quand on parle de libre-échange, enfin justement, c'est ça qui est intéressant, et de monnaie, donc d'économie, mais en fait ça fait partie du même système de domination, enfin en tout cas à mon sens. Et du coup je rebondis sur ta notion que tu as utilisée entre le centre et la périphérie, parce que dans le domaine de la politique migratoire, en fait, ce que je trouve génial, c'est que l'Union européenne développe aussi, à la fois en son sein, dans sa gestion interne de sa politique d'asile et de migration, et dans sa politique extérieure, vis-à-vis de l'extérieur, cette logique de domination. Je m'explique. Je commence pas par le début. Je pourrais revenir après, si vous voulez, sur les points plus classiques en fait de ce qu'est cette politique-là. Mais en tout cas, au sein de l'Union européenne, là, je viens de lire le dernier rapport en fait de la Commission européenne qui fait des rapports tous les ans sur la gestion de l'immigration en Union européenne, comment ça se passe. Et dans ce rapport-là, donc vous n'êtes pas sans savoir, enfin, ou en tout cas, on va le savoir tout de suite, que depuis la crise, enfin en tout cas la guerre en Syrie,
il y a eu un développement, donc à partir de 2013-2014, des demandes d'entrée dans l'Union européenne, qui sont pas du tout énormes, hein, qui sont très très faibles hein, vis-à-vis quand on compare avec les demandes des pays voisins de la Syrie. Et du coup, en 2015, on a eu un pic d'entrée dans l'Union européenne à donc 1 million. On a eu 1,2 million de demandes d'asile en Union européenne qu'on n'a jamais eu auparavant. Là, on est revenu, si vous voulez, là par exemple en 2018, on est à 43 694. Notez bien que c'est toute l'Union européenne, il s'agit des 28. Et donc du coup, ces personnes, il n'y a pas que des Syriens hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas à partir de 2015, on a eu un énorme pic qui venait à la fois des pays du Moyen-Orient et aussi il y a aussi d'autres pays en conflit. On a eu beaucoup aussi de demandes depuis l'Érythrée ou d'autres pays africains aussi. Et du coup, on a eu des passages, donc à la fois par la Méditerranée, par la terre. On a aussi des passages par les Balkans. Donc ça, c'est d'autres types de populations aussi. Mais on a deux types de gestion et deux types d'attentes de la part de la Commission européenne et de l'Union européenne vis-à-vis des pays qui sont censés accueillir les migrants. Alors, je m'explique juste sur le terme migrant. J'utilise ce terme parce que c'est le terme le plus général, en fait, pour parler de quelqu'un qui se déplace d'un point A à un point B, sans pour autant le qualifier juridiquement, parce que ensuite on rentre dans les qualifications juridiques du migrant dit économique qui s'en va pour trouver un travail, du migrant dit politique qui s'en va parce qu'il fuit la guerre. Et donc là on va parler ensuite de l'asile et la demande d'asile et ensuite du réfugié, ce qui ne fait pas forcément sens, hein, tout peut être mêlé. Donc du coup l'utilisation de ce terme, c'est celui qui est a priori le plus neutre. Donc du coup, la politique d'attente vis-à-vis d'accueil de ces migrants, par exemple, l'Union européenne est en train de taper encore sur la tête du gouvernement grec, qui a accueilli donc 75% des demandes des 1,2 million dont je vous parlais tout à l'heure en 2015, et qui a dû les accueillir. Donc on a monté en fait en 2015 des principes dérogatoires d'accueil, ce qui veut dire qu'on les a mis dans ce qu'on appelle des hotspots. Ce sont des lieux qui sont censés trier les migrants. Donc là, voilà, les différencier entre le migrant économique qui n'est pas de ressort de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a décidé que c'était plus de son ressort et qu'on les accueillait plus, et le demandeur d'asile. Et là, c'est un devoir international de toute façon. Donc ça, on peut pas y passer. Mais du coup, je sais pas si vous savez comment ça se passe une demande d'asile, mais en l'occurrence, c'est jugé très très rapidement par des services de l'État, donc de chaque État membre, qui décident assez différemment selon des différents critères et qui peuvent se tromper, bien entendu, ou juger dans une langue qui n'est pas celle de la personne qui demande la demande. Enfin bref. Donc du coup, là, l'Union européenne est en train de demander à la Grèce d'intensifier encore les moyens qui sont mis pour accueillir les migrants et donc exhorte vraiment, c'est des exhortations assez rigolotes quand on voit comment elle exhorte aussi la Grèce sur d'autres sujets, donc qui n'a plus beaucoup les moyens de réagir. Alors je l'ai plus, hein, mais enfin bon. Bref, donc du coup ça c'était pour ce qui concerne le centre et la périphérie. Et l'Italie, du coup on dit juste en fait on va aider via donc Frontex, c'est les gardes-côtes et frontières. L'Italie en gros a rejeté les migrants ou a bien contrôlé qu'ils n'arrivent pas sur les côtes européennes. Donc là on a vraiment une appréciation assez différente, c'est très intéressant, entre la Grèce et l'Italie. La Grèce, on lui impose vraiment les choses et elle n'a pas le choix, et on va lui donner des millions d'euros pour qu'elle gère des centres d'accueil qui sont ingérables. Et l'Italie, là, on va dire solidarité. Bon, alors on la crie, hein, on la fait pas, mais du coup, on va se dire on va développer les gardes frontières, on va essayer de trouver des solutions de cette part-là. À savoir, en 2015, alors c'est peut-être un peu brouillon, hein, je suis désolée. Du coup, j'ai essayé de rebondir, ce qui est pas évident. Mais du coup, en 2015,
comme je vous disais, on a développé les principes dérogatoires au droit habituel d'accueil. Et du coup, le droit habituel d'accueil en Union européenne, il dépend de l'espace Schengen, qui est l'espace de libre circulation des personnes, des marchandises, voilà, tout est mis dans le même sac, des capitaux aussi. Et du coup, quand on entre dans un pays de l'Union européenne, à partir du moment où on est rentré et on est accepté, eh bien, on peut se déplacer dans tout l'espace Schengen. Et du coup, en 2015, ça posait un gros problème, comme je vous le disais, aux pays d'accueil, notamment donc Grèce, Italie, Espagne aussi, qui ne pouvaient pas gérer donc la principale demande. Alors, le principe, c'est Dublin, c'est des accords qui ont été faits après les accords de l'espace Schengen et qui définissent que quand on entre sur le premier pays de l'Union européenne et le pays où on va devoir faire sa demande d'asile. Et donc, si on se déplace ailleurs et c'est fait pour empêcher en fait que les personnes demandent l'asile dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et du coup, par contre, ça veut dire que c'est tous les pays qui sont frontaliers avec des pays en guerre ou de déplacement qui vont devoir gérer la demande d'asile, ce qui est quasiment impossible de façon administrative. Et du coup, en 2015, on s'est dit, bon, allez, on va faire la politique des quotas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le moment où Angela Merkel a dit on en accueille 1 million. Et donc du coup, il y a eu un Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement se réunissent très régulièrement en fait en Conseil européen, comme là très récemment, pour prendre des décisions globales de direction politique. Et donc là, on a pris la décision de mettre en place la politique qu'on appelle de relocalisation. C'est-à-dire que même si une personne entrait dans un pays de l'Union européenne par la voie italienne ou grecque, elle pouvait aller demander ensuite l'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Le but, du coup, c'était de désengorger, bien sûr, l'administration de ces pays d'accueil. Et aussi que chacun prenne sa part. Donc c'est magnifique aussi comme terme. On voit les migrants comme des risques, hein, parce que c'était aussi un autre truc que je voulais vous dire dans ces rapports-là c'est des communications de la Commission et dans les rapports d'une agence dont je vous parlais tout à l'heure qui gère les gardes-côtes et les gardes-frontières qui s'appelle l'agence Frontex. On parle des migrations comme des risques. En fait, c'est les risques de l'Union européenne. Il faut protéger la frontière. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire du centre et de la périphérie au sein de l'Union européenne. Je vais essayer en fait, je pense que je vais vous passer la parole puis je réinterviendrai après. Et donc hors Union européenne, on a une politique qui est quand même assez effarante, c'est-à-dire qu'on fait gérer on a sous-traité notre gestion de la frontière de l'Union européenne. À savoir, l'Union européenne, enfin la Commission européenne en tout cas, a la latitude maintenant sur les politiques migratoires et les politiques de gestion de frontières. Ça, c'est depuis 2004. Enfin, en tout cas, c'est depuis 97, mais c'est mis en place par Frontex en 2004. 97, c'était le renforcement de la citoyenneté européenne. On voulait fonder un espace politique. Et donc, un espace politique, ça a des frontières. Ça nous pose la question aussi avec la France, dans la mesure où les grandes directions peuvent être données par l'Union européenne sur le droit d'asile, l'immigration. Alors, on a le droit encore de définir nous-mêmes nos quotas, donc c'est super. Mais du coup, voilà, qui est immigrant? C'est par exemple les États membres de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, l'émanation des États, je veux dire, c'est pas. Oui, bien, bien entendu. Après. Nos dirigeants qui forment aujourd'hui l'Union européenne, qui forment l'Union européenne et qui ont décidé ça. Ouais, non, mais bien entendu, il ne faut pas diluer les responsabilités. Ça, je suis assez d'accord. Après, ils ont décidé ensemble que ce serait la Commission européenne qui pourrait décider de ce que c'est l'immigration légale et le droit d'asile, en gros. Ça veut dire ça. Et donc, du coup, on s'est dit, comme on n'arrive plus à contenir le flux et qu'on n'en veut pas chez nous, eh bien, en fait, on va faire contenir le flux par les pays extérieurs à l'Union européenne. Donc là, en 2016, il y a eu un accord avec la Turquie.
D'où le fait aussi qu'on ne dise pas grand-chose en ce moment sur la Turquie. C'est très intéressant parce qu'en fait, ils nous gèrent tous les principes de politique migratoire. Et donc, il y a eu cet accord-là qui a permis deux choses. Donc, des facilités en faveur des réfugiés en Turquie. Donc, en gros, la Turquie gère des 1,3 million de réfugiés en ce moment qui sont contenus, ça c'est aussi un terme de l'Union européenne, qui sont contenus en Turquie. Et donc, en échange, nous, on leur transfère de l'argent. Là, par exemple, il y a 1 900 000 euros qui ont été prévus pour des transferts d'argent mensuels en direction des demandeurs d'asile et de l'accès à la santé, donc de ces 1,3 million de réfugiés. Il y a une deuxième tranche qui a été prévue en 2018 de retransférer 3 millions d'euros à la Turquie en ce sens. Et il y a un autre principe qui s'appelle un principe là qui est défendu par le Haut Commissariat aux réfugiés aussi des Nations Unies, c'est le principe de relocalisation. Non, ça je vous ai. Non, c'est le principe de réinstallation. Excusez-moi. Et donc ce principe-là, en gros, c'est l'État qui va accueillir. Donc là, en l'occurrence, la Turquie va avec les services du Haut Commissariat pour les réfugiés gérer la demande d'asile. La demande d'asile va être approuvée par les services déconcentrés, en gros, d'un des États membres. Et du HCR, mais du coup d'un des États membres de l'Union européenne. Et ensuite, l'Union européenne, elle va dire OK, on a géré la demande d'asile qui a été faite. Cette personne-là elle a le droit à l'asile. Hop, vous pouvez nous la transférer sur le sol européen. Et du coup, le principe, c'est du 1 pour 1. C'est-à-dire que là, les personnes, il y a une personne qui a le droit de venir, mais du coup, la Grèce qui est en train de gérer elle-même aussi dans ses hotspots, là, le tri, eh ben, elle renvoie la personne qu'elle juge pas admissible à l'asile en Turquie. Voilà, ça c'est un principe qui est assez effarant à mon sens. Du coup, on a fait ça avec la Turquie en 2016 et en 2017, on a fait ça aussi au Niger, qui est un pays de passage. En 2017, on a fait ça avec le Niger parce que on gérait avec la Libye, on a les mêmes principes de transfert d'argent pour la gestion externalisée de la frontière européenne. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme il y a eu la Libye, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu quand même des gros scandales. C'est plus que scandaleux, de traite des êtres humains en Libye. C'est toujours le cas actuellement. Et du coup, là, l'ONU et puis l'Union européenne se sont dit, on peut pas quand même laisser faire ça, même s'ils continuent à donner de l'argent en ce moment à la Libye pour gérer des centres de rétention, parce que les gens n'ont pas le droit de sortir à l'arrivée. L'ONU, elle est en articulation avec d'autres organismes internationaux oui. qui sont 10 fois plus armés, dangereux et qui ont plus de pouvoir. Non, mais là, c'est... Oui. Là, en l'occurrence, sur les réfugiés, c'est effectivement plus l'ONU qui gère ça. Non, parce qu'il y a des grosses fautes Ok, on pourra en reparler plus tard, peut-être. Et... Donc du coup, là, on s'est dit, en fait, c'est les réfugiés qui sont vraiment en gros risque, qui sont transférés de la Libye au Niger, et ensuite au Niger, on traite, pareil, de la même façon, les demandes d'asile, et quand elles sont acceptées, hop, les personnes peuvent atterrir en Union européenne. Voilà pour l'instant, je pourrais réintervenir tout à l'heure sur un fonds qui a été un fonds fiduciaire de 4 milliards d'euros qui a été prévu en 2015 pour l'Afrique, un fonds justement pour prévenir les causes des migrations. Et en fait, ce fonds-là, il est utilisé actuellement vraiment pour gérer les migrations, pour gérer ces centres de rétention et aussi pour financer la formation des gardes-côtes libyens ou d'autres types de gardes-côtes. Voilà, j'en reste là pour le moment. C'est pas votre avis, mais ça m'énerve parce que c'est des concepts la référence de ce rapport. Est-ce qu'on peut le consulter sur Internet? Les communications de la Commission? Oui, totalement. Ouais. Tout est disponible en ligne. Je vous filerai la référence tout à l'heure. Rapidement, avant de te donner la parole, Théophile, moi je voulais juste faire un peu de provoque. Donc vous... Bah ouais, non mais c'est ça. Donc vous avez entendu, du coup, le traitement de par l'Union européenne des migrants, comme de la marchandise, des risques. Donc
le déni de l'humanité des gens, parce que voilà, ils viennent d'un autre pays, qu'ils n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'argent sur eux. Et de l'argent pour Erdogan, bien sûr. Mais fondamentalement, dans cette affaire, de quoi il s'agit? Enfin, il s'agit de contenir un flux migratoire qui est à risque de mettre fin à l'appel d'air. Donc il y a ça. On voit aussi on voit les rapports néocoloniaux qu'on va avoir vis-à-vis des pays de la périphérie de l'Union européenne, la Grèce, l'Italie, la Turquie évidemment, bien entendu. Mais du coup, on voit bien comment est-ce qu'il va y avoir un tri et que la domination, elle va s'accentuer en fonction du coup de la localisation du pays, en fonction de son niveau de richesse, de sa situation raciale, ethnique. Et puis en parallèle, du coup, ce que je disais sur le libre-échange, c'est que fondamentalement, il a été l'outil pour entretenir la dépendance des pays africains à l'égard du centre, en termes d'approvisionnement en produits finis, etc. etc. Et en fait, c'est assez rigolo, mais je me suis rendu compte que les gens qui avaient le mieux compris cette dynamique de l'oppression à plusieurs vitesses, concernant l'impérialisme, c'est les gens qui bossent sur la domination policière en France. Donc je lisais un bouquin de Mathieu Rigouste, et je suis tombé sur une phrase que j'ai trouvée lumineuse, parce qu'elle décrit à la perfection ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. L'impérialisme est un processus d'expansion coloniale du capitalisme, ce qu'on disait tout à l'heure, qui a engendré un système d'exploitation et de domination à plusieurs vitesses, dans les colonies, mais aussi à l'intérieur de la métropole. Donc vous mettez UE à la place de métropole, et vous entendez la définition de l'œuvre générale de l'Union européenne depuis sa création. Je te laisse parler. Merci. Bon, alors, je dois faire la transition entre les questions migratoires, les questions commerciales et la question monétaire. Je peux commencer ? Alors, le franc CFA, donc, puisque c'est de cela qu'il s'agit, il me semble important de faire de l'histoire avant de faire de l'économie, c'est-à-dire de voir d'où il vient. En fait, le franc CFA est un des dispositifs d'une sorte de supra-État né de la décolonisation formelle. Parce qu'en fait, il y a toute la période coloniale et puis il y a une décolonisation. Mais en fait, il faut mettre beaucoup de guillemets à cette décolonisation parce qu'elle a été concédée à contre-cœur, notamment en raison de l'environnement international. En fait, la décolonisation des pays africains est liée au changement de perspective en termes de domination mondiale. Les grandes puissances européennes qui ont dominé et colonisé le monde en fait jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, étant donné que elles se sont bouffées elles-mêmes par leur nationalisme exacerbé, elles ont laissé la place à deux nouveaux empires, l'empire américain et l'empire soviétique. Et en fait, les Américains et les Soviétiques ont dit à la France, à l'Angleterre, au Portugal, etc., bon, vous fermez vos colonies, vous décolonisez parce que nous avons besoin d'ouvrir les marchés de vos colonies à nos produits. Nous avons besoin, nous refusons d'avoir une sorte enfin, des enclos appartenant à des personnes, à des États qui ne sont finalement plus les maîtres. Et en plus, il y a des contestations locales que nous allons encourager si vous persistez à maintenir ces enclos coloniaux. Et donc, la réponse de la France gaulliste était « il faut partir pour mieux rester ». Et, par ailleurs, la France ne doit pas devenir la colonie de ses colonies. Je pense que c'est très important. Là, cette phrase, elle est de Gaulle selon Houphouët-Boigny, l'ancien président ivoirien. C'est très important parce qu'il y a une double contrainte. Partir pour mieux rester, mais comment dire ok, on veut maintenir le rapport de domination coloniale, on veut donc maintenir le lien entre ces colonies et nous, mais on n'est pas prêt, en fait, à accorder la citoyenneté aux gens, à nos dominés, et donc, en fait, on va leur créer des États, des proto-États, des pseudo-États, et en fait, on va lier ces États que nous aurons construits, qui seront le fruit de notre propre imagination, on va les lier via un certain nombre de dispositifs, les accords de coopération qui ont été signés par Michel Debré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces accords de coopération ont été signés avant les indépendances. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas deux États qui signaient des accords, mais un État qui signait un accord avec un dominion qui était censé lui-même devenir après un État.
avec des gens que l'État dominant allait hisser comme chef de l'État dominé. Donc c'était des accords inégaux par définition. Donc il y a des accords de coopération militaire avec des clauses secrètes qui comportaient un volet matières premières, c'est-à-dire une sorte de monopole en fait d'extraction des matières premières pour la France dans un certain nombre de pays. Il y avait des accords de coopération financière, donc le franc CFA était un peu, disons, le centre. Il y a eu effectivement la coopération culturelle et technique, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ça s'appelait l'Agence de coopération culturelle et technique. C'est-à-dire, c'était vraiment les instruments de maintien, en fait, d'une domination coloniale. Et donc, les 4 piliers de ce franc CFA-là, justement, qui est au cœur de ce supra-État assez complexe, mais où en fait il y a un chef, c'est-à-dire le président français et des sous-chefs. Donc les 4 piliers du franc CFA, ils sont extrêmement discutables. Donc il y a la parité fixe entre le franc CFA et le franc français. Dans cette parité fixe, elle était vendue comme un instrument qui permettait aux gens de ne pas subir les fluctuations de change et de maintenir une sorte de pouvoir d'achat. Donc cette parité fixe, en réalité, elle satisfaisait aux besoins de la bourgeoisie comprador africaine qui savait qu'elle pouvait acheter des produits de consommation sans grand risque, et elle satisfaisait aussi aux besoins de l'industrie française qui savait qu'elle avait des marchés captifs. Donc cette parité fixe a été violée dès 1994, c'est-à-dire moins de 40 ans après la signature de ces accords. Mais cette parité fixe, en fait, je veux dire, le paysan du fin fond de Bobo-Dioulasso, il n'en a pas vraiment profité, vu que sa capacité à consommer en francs CFA comme en une autre monnaie a toujours été très basse. La garantie de convertibilité illimitée, ça veut dire chaque fois que tu me présenteras des CFA, mon poteau, je te donnerai des euros. Cette garantie de convertibilité illimitée, en fait, elle sert à qui? Elle sert notamment aux entreprises qui peuvent rapatrier leurs capitaux grâce à la libre circulation des capitaux au sein de la zone franc dont la France fait partie. C'est-à-dire, en gros, moi, je suis français, j'ai mon entreprise, je gagne des sous en Afrique, ben, je le renvoie en France sans aucune limite. Et cet argent se transforme en francs français quand je le souhaite. Et il y a aussi un autre aspect, la centralisation des réserves de change africains au Trésor public français. D'abord, c'était en totalité, c'est-à-dire toutes les réserves de change de ces pays étaient logées en France, puis ça a été à 65%, et aujourd'hui c'est à 50%, et ces réserves de change sont rémunérées selon, avec des taux extrêmement bas, en dessous quasiment des prix, des taux minimaux, et globalement, ça conduit à une situation où en fait la France place l'argent des Africains sur les marchés financiers, en récupère une partie, qu'elle reprête aux Africains sous forme d'aide au développement, en fait, d'aide publique au développement, aide entre guillemets. Donc en fait, exactement les aides aux migrants, c'est le même concept paradigmatique. Oui, absolument. Donc en fait, voilà un peu le cadre, les 4 piliers du franc CFA. Ces 4 piliers ont été trahis à un moment donné ou à un autre, parce que ce qui caractérise en fait les accords de coopération entre la France et l'Afrique, c'est que ce sont des accords qui ont été écrits de telle manière qu'ils n'engagent la France à rien en fait. C'est-à-dire, ils lient les pays africains, mais en fait, ils permettent à la France de se délier de n'importe laquelle de ses obligations supposées dès lors qu'elle en ressent le besoin. On l'a vu avec la dévaluation du CFA en 1994, une dévaluation décidée unilatéralement à partir de Paris et qui a eu les effets d'une guerre civile dans ces pays d'Afrique. Moi, personnellement, mon père, il était pharmacien à l'époque dans une zone rurale. Les prix des médicaments ont été multipliés par 2. Je vous laisse dire que les mamies qui avaient des maladies chroniques n'en ont plus acheté. Et du coup, ça a diminué la population. Alors, et on peut se poser une question. Contre quoi, en fait, les pays africains se privent de l'arme monétaire? Parce que pour mener une politique économique, il y a l'arme budgétaire et l'arme monétaire. En fait, est-ce qu'on peut, en regardant l'Afrique, les 54 ou 55 pays d'Afrique selon la manière dont on compte, est-ce qu'on peut penser une seule seconde que les pays qui ont le franc CFA ont un avantage comparatif sur les autres? Le seul avantage que les défenseurs du franc CFA donnent, c'est en fait l'inflation qui est basse.
Mais en fait, déjà, leur manière de calculer l'inflation, parce que c'est les banques centrales de ces pays qui calculent l'inflation, non, en réalité, elles calculent leur propre argument d'autopromotion. Et il n'est pas évident que ce taux d'inflation soit ce qu'ils disent, mais une fois de plus, à quoi ça sert au président de Bobo Dioulasso d'avoir une faible inflation? Et pourquoi, disons, cette religion de l'inflation qui est justement un point commun avec l'Union européenne aujourd'hui? C'est une sacro-sainte religion qui passe par un rationnement du crédit. Puisqu'il faut avoir une faible inflation, il faut, par voie de conséquence, limiter le nombre de crédits qu'on peut octroyer aux populations. Par exemple, aujourd'hui en France, le taux de personnes qui ont un crédit immobilier est assez élevé. En Afrique, il n'y a quasiment personne qui a un taux qui a un crédit immobilier pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y a un rationnement du crédit. Et donc un rationnement du crédit dans des pays où la population augmente de manière importante, ça fait des prix élevés parce que les taux sont élevés, et aussi ça fait comment dire, un dynamisme économique beaucoup plus faible de toute façon. Alors ça c'est un peu le franc CFA historique. Il est important de noter qu'il y a un changement de paradigme avec la chute du mur de Berlin, toujours des causes externes. La première cause externe qu'on avait vue en 1945, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec l'affaiblissement des États européens. Ils ont eu en quelque sorte une sorte de répit. La France a eu une sorte de répit néocolonial avec la guerre froide, parce que très rapidement, la guerre froide a fait que les États-Unis ont sous-traité la gestion d'un certain nombre de pays à la France, ce qui lui a permis d'avoir une sorte d'exclusivité relative dans ces pays. Et puis, quand la chute du mur de Berlin intervient, les États-Unis se disent, bon voilà, on n'a plus besoin de vous pour faire la paix dans un certain nombre de pays. Et parmi les pays où la France avait le droit de faire la police, il y avait justement les pays qui n'étaient même pas des pays de la zone CFA, comme la RDC, le Rwanda et le Burundi. Donc dès lors que le mur tombe, le franc CFA change il y a un changement de paradigme avec la dévaluation de 1994 et ce qu'on appelait à l'époque la doctrine Balladur ou la doctrine d'Abidjan, puisque c'est à Abidjan que la dévaluation du franc CFA a été déterminée. Donc à ce moment-là, le FMI et la Banque mondiale, ils entrent dans le game. Et le CFA devient finalement un instrument global qui aide, avec d'autres instruments, à maintenir une politique qui est dans les clous de l'orthodoxie libérale. Les banques centrales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale deviennent des instruments de domestication de l'imagination économique des peuples. Et les réunions qui ont lieu chaque année à Bercy ou dans une capitale africaine sont là pour justement donner un cadre qui a été défini à Washington. La BCAO continue d'avoir un rôle, les banques centrales d'Afrique de l'Ouest et centrale continuent d'avoir des rôles politiques énormes. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y a eu la guerre post-électorale de 2011 entre Gbagbo et Ouattara, la France, le ministre de l'économie et des finances français, a bloqué toutes les banques en Côte d'Ivoire. Moi, j'y étais à cette période. Tu vas au distributeur, tu sors plus d'argent. Tu ne peux pas recevoir d'argent par Western Union ou MoneyGram. Il y a des gens qui en sont morts. Vous dites quoi? Vous ne pouviez plus retirer de l'argent parce que Western Union et MoneyGram travaillent avec des banques et pendant un mois au moins, les banques étaient fermées. Les systèmes informatiques, en fait, c'était une sorte d'embargo économique qui passait par un blocage des banques. C'était une guerre économique. Oui, un blocage des banques parce que... Oui. Parce que moi, quand j'appelle au Bénin, par exemple, à l'époque où il n'y avait pas... Non, en fait, on va y aller. Oui. Merci de ta tolérance. Merci beaucoup. Non, c'est en Afrique à l'époque du téléphone, il y avait des problèmes, comme au Bénin, des problèmes infrastructurels. Est-ce que les blocages bancaires étaient dus aux infrastructures? Non, pas du tout en fait. Non, pas du tout en fait. Il y a eu un choix politique pour précipiter la chute de Laurent Gbagbo. La France a décidé, puisque la France, à travers la BCAO, a la haute main sur les systèmes informatiques de la zone, a décidé de fermer les banques. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu une guerre économique aussi violente qui a été complètement sous-traitée ici. Mais en tout cas, on voit que grâce à ces instruments, la France continue d'avoir une politique néocoloniale directe parce que
À l'époque, ils ont dit que c'était pour faire respecter les élections démocratiques, sauf que tous les dictateurs africains sont toujours en place, y compris Alassane Ouattara, qui est un dictateur violent qui a été imposé par la France. Alors, ils peuvent réussir à bloquer le système bancaire d'un pays pour des raisons entre guillemets démocratiques. En revanche, zéro initiative contre l'évasion fiscale, parce qu'en fait, effectivement, la France c'est qui vole en Afrique, vu que à travers ces mécanismes, les entrées et les sorties d'argent sont totalement contrôlées, sont totalement auscultées. C'est du big data incroyable pour savoir exactement qui fait quoi. Mais bien entendu, l'évasion fiscale est une plaie que le CFA ne parvient absolument pas à guérir, et d'ailleurs, je pense qu'elle aggrave. Voilà. Big data, c'est beaucoup de données, des données assez énormes pour savoir qui fait quoi, des données informatiques. Voilà. Je ne vais pas trop avancer parce que je pense que l'échange est mieux qu'un monologue, mais en tout cas, on a parlé de l'Union européenne. L'Union européenne également, je pense que la France est aussi le relais, comme elle est le relais du FMI dans cette zone, elle est le relais des politiques de l'Union européenne, notamment à travers des tarifs douaniers qui continuent d'encourager l'approvisionnement en matières premières agricoles et minières et à décourager tout ce qui peut être industrie. C'est-à-dire que les tarifs douaniers de l'Union européenne, c'est 0% de taxes sur le cacao et le café, mais 9 ou 14% de taxes sur le café un peu disons, dégrossi, et 30% de taxes sur le chocolat. C'est-à-dire c'est la continuité en fait de la colonialité qui s'organise à travers le franc CFA, à travers les tarifs douaniers de l'Union européenne, à travers les accords de partenariat économique et dernièrement à travers ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale, un gros projet africain. En fait, les Africains, l'Afrique ne produit quasiment rien en termes de produits industriels. Avant d'avoir été industrialisée, elle se désindustrialise. Elle est incapable de négocier les tarifs de ses matières premières. Mais au lieu de se mettre ensemble pour négocier les tarifs des matières premières, les Africains se mettent ensemble pour faire une zone de libre-échange. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une demande qui avait été une vieille demande américaine qui consiste à dire, bon, écoute, l'Afrique c'est énorme, c'est 1,5 milliard un marché d'1,5 milliard de personnes, mais il faut que les petites frontières héritées de la colonisation quittent afin qu'on puisse s'installer, je sais pas, au Maroc et vendre des produits jusqu'au, je sais pas, au Bénin, ou alors s'installer au Nigeria et vendre des produits jusqu'au Cameroun, enfin jusqu'au Congo. C'est-à-dire, à mon avis, c'est le nouveau combat, la zone de libre-échange continentale, et en fait les frontières deviennent de plus en plus floues, vu qu'il n'est plus question de voir un grand blanc qui vient vous donner des ordres avec une chicotte, mais les instruments de ce nouveau paradigme, ce sont les afro-capitalistes, des gens qui, comme Aliko Dangote au Nigeria ou Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, qui était un syndicaliste minier et qui aujourd'hui est un des hommes les plus riches du continent. C'est un peu comme si Martinez devenait la première fortune de France. Et c'est une formidable opération de masquage, on peut dire. Et je pense que voilà, il ne faut pas non plus oublier cet aspect-là, la zone de libre-échange continentale, qui donnera l'impression d'en avoir fini avec la France-Afrique, mais qui en fait n'est que la continuité de l'impérialisme par d'autres moyens. Voilà. Moi, ça m'inspire juste une micro-réflexion avant que je te rende le micro. C'est où les toilettes? Viens, c'est là. Au fond à gauche. Tu vis ta vie, toi. Non, je me rappelle d'une fois. C'est à la Loue. C'est à Bordeaux. Au fond à droite. Passe la porte. Ça m'inspire une micro-réflexion parce qu'en fait, ce que tu dis là, ça rejoint une question qui avait été posée sur le lien entre le néocolonialisme et les élites corrompues. Et je pense que, précisément, l'impérialisme et le néocolonialisme ne se sont jamais aussi bien portés que lorsqu'ils s'étaient parés du vernis national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la Banque africaine de développement, qui est la banque qui est censée promouvoir le développement africain, vu le nom, dont près du tiers du capital est détenu par les pays du G7, et qui émet strictement les mêmes recommandations que Bretton Woods à l'égard des colonies. Les mêmes choses. L'État fort pour protéger les investisseurs, la déconstruction du code du travail, le libre-échange, etc. Et ça va être pareil pour la question monétaire, parce que du coup, tu parlais de la CEDEAO, l'élite politique
qui a été défaite en 2011 l'a été du fait précisément de ses positions critiques à l'égard du franc CFA. Et ça va être le pareil au Togo, où il y a un ministre des Affaires, ministre de l'économie qui a été voilà, qu'on voulait inviter d'ailleurs, mais qui n'a pas pu se rendre disponible. Donc en fait, vraiment, il faut avoir en tête que les mécaniques impérialistes et néocoloniales, elles tirent aussi leur légitimité aujourd'hui. Et je parle aussi en tant que Marocain, parce que je suis Marocain, et je vois bien comment ça se passe au Maroc. La légitimité du discours néocolonial et impérialiste, elle vient aussi du fait que maintenant, il a été incorporé et somatisé par des gens qui sont des nationaux et qui vont du coup porter la bonne parole américaine, européenne, française dans ces pays-là et reconduire des logiques de domination dont le seul objectif c'est, et je reviens à ce que tu disais sur la souveraineté, c'est vraiment de nier aux gens la possibilité de s'approprier leur destin. C'est ça finalement la souveraineté, c'est pas autre chose, hein. C'est juste la question de la décision. Qui décide aujourd'hui? Ce ne sont pas les pays africains qui décident, vous voyez. Comme ce ne sont pas les pays européens non plus, hein. Mais les peuples, bien sûr, oui, c'est ça. Fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous, quand on revendique la sortie de l'Union européenne ou la fin de la logique néocoloniale qui anime les relations entre la France d'un côté et l'Afrique de l'autre, c'est bien dans l'optique de permettre à chacun des peuples de s'autodéterminer. Et donc à ce titre, je pense que c'est fondamental de... Je peux juste... Je rebondis juste justement parce que ce qui est super intéressant dans cette logique-là de domination, je parlais du fonds là, fiduciaire là, dont je vous parlais tout à l'heure en 2015. Donc ce fonds de 4 milliards d'euros qui a été prévu en fait par rapport à la crise, cette crise des migrants. Alors juste notez bien, hein, il n'y a pas de crise des migrants en Union européenne, il y a une crise de l'accueil des personnes. Juste noter, il y a 68,5 millions de personnes déplacées à travers le monde en 2018. Et là, en 2018, on en a 43 694 qui demandent l'asile en Union européenne. Donc c'est juste pour resituer les choses. Et on en a un certain nombre de demandeurs d'asile en Turquie, Ouganda, Pakistan, Liban. Voilà, c'est par millions. Nous, on en a reçu max 500 000 depuis 4-5 ans. Et du coup, ce fonds-là, en fait, il a été dédié pour... alors, le but, c'est de développer. Donc, on a pris tous les budgets, donc sur le budget de l'Union européenne et aussi sur la réserve du Fonds européen de développement, sur les programmes régionaux, les programmes de voisinage, de développement, et sur le budget des États membres et de la Suisse et de la Norvège. Oh tiens, ils sont venus participer à la chose, là, cette fois, pour permettre donc de développer donc l'objectif de départ d'utilisation de ce fonds, c'est développement de projets éducatifs, développement de liens démocratiques, blablabla, pour éviter que les gens partent de leur pays. Et alors moi, alors c'est utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup pour gérer les transferts de migrants entre les pays, en fait, hein. Et du coup, pour contenir cette soi-disant vague migratoire qui arriverait chez nous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on domine et puis on coupe les vivres via justement cette gestion par le biais du franc CFA. Et quand on se dit, ah ben mince, on a peut-être fait quand même, on y a été un petit peu fort là, et bah du coup on réintroduit, mais dans une logique aussi où, bah tenez, hein, ces petits trucs en plan de développement, donc en laissant un espèce de lien comme ça très malsain, en disant, vous voyez, vous avez besoin quand même de nous, mince alors, les plans de développement, les 4 milliards d'euros, là, c'est nous, quoi. Enfin voilà, c'était juste pour... L'analyse présente, vous pouvez revenir au début de la colonisation. Ouais, c'est ça. On va passer aux questions. Attendez. Tu dis un mot peut-être sur ce que c'est? Non, mais on fait passer un tour de questions. On fait passer le micro là. Donc, en fait, pour ne pas terminer en fait par une sorte de no future, en fait, la question c'est par quoi remplacer ce qui existe aujourd'hui? Parce qu'en fait, il faut être programmatique. Et il me semble qu'il y a de nouvelles solidarités à imaginer, pas des solidarités dans un sens où il y a un qui donne et un qui reçoit, mais en fait des solidarités mutuelles, puisque finalement, d'un côté comme de l'autre, il y a des choses à donner, des choses à recevoir. Et il me semble qu'il est important de revenir sur l'histoire de la décolonisation, justement, pour comprendre en fait où on est tombé, en fait.
Aujourd'hui, l'historiographie, en fait, l'histoire, en fait, le récit historique de la décolonisation a été un peu enjolivé par les mouvements de décolonisation comme le FLN en Algérie ou bien comme d'autres mouvements qui ont perdu au Cameroun. En réalité, les mouvements qui luttaient pour la décolonisation, au départ, ont commencé à lutter pour l'égalité des droits. Et on y revient à la souveraineté en tant que guide. En fait, les indigènes voulaient posséder leur propre souveraineté et donc une partie de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire qui leur était enlevée par l'apartheid que la République universaliste française appliquait jusqu'en 1962. Parce que si on veut refaire l'histoire, on est obligé de dire que la France est devenue république telle qu'elle le prétend qu'en 1962, après la fin de la guerre d'Algérie. Sinon, avant, c'était un empire qui connaissait à sa périphérie un apartheid violent. Et donc, en fait, c'est le refus, en fait, d'accorder la souveraineté aux colonisés qui a entraîné les guerres coloniales, d'une part, ou alors la décolonisation fabriquée, là, d'autre part, pour continuer de puiser chez eux sans leur donner grand-chose en échange. Et ça a créé un paradigme, aujourd'hui un paradigme colonial. Aujourd'hui, Macron était au Nigeria, il a dit, bon, écoutez, la colonisation, c'est fini. Moi, comme les jeunes Nigérians, on n'a jamais connu la colonisation, donc ne faites pas chier. Le truc, c'est qu'en fait, l'usufruit colonial, il y en a un qui en profite et l'autre qui, en fait, en souffre. Donc, et je pense que la question se pose particulièrement quand on aborde la question des Caraïbes. Aujourd'hui, effectivement, on dit aux Guadeloupéens ou aux Martiniquais, ah, vous faites chier, vous voulez être dans votre petit environnement caribéen, vous voulez être commercer avec Cuba, vous savez ce qu'on va faire, ben on va se barrer, vous allez voir. En fait, ce cynisme qui consiste à considérer que la République, en tout cas les liens de solidarité historique ne peuvent être vécus que dans du 0 et du 1, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. On peut tout à fait imaginer une Guadeloupe et une Martinique souveraine dans un ensemble caribéen, tout en maintenant en fait un lien obligatoire avec finalement le pays qui a façonné ces autres pays-là, c'est-à-dire la France métropolitaine. On peut imaginer des formules qui permettent justement de réparer en fait ce qui a été sali, gâché, et tout en réappropriant les gens de leur qui se réapproprient de leur destin. Il y a 1001 manières de faire lien, de faire construction sociale ou étatique en 2018. Si on continue de rester dans des schémas assez figés, soit t'es mon colonisé, soit en fait un étranger, on peut forcément estimer que voilà, il y a une impasse. Mais si on considère qu'en fait il y a des solidarités nouvelles à créer, il y a des déserts à reverdir, mais non pas dans une logique capitalistique, mais dans une logique de coopération, mais de vraie coopération. Le mot coopération a été tellement sali par le néocolonialisme qu'on a même peur de l'utiliser, alors des choses deviennent possibles. Je pense que l'histoire a forgé tellement de choses qu'il n'est pas possible de dire stop, on arrête tout. En revanche, on ne peut pas rester dedans, on ne peut pas rester dans ce schéma actuel.